Merci Michel de m'avoir invité. Et comme j'ai comme principe d'essayer, plus le temps passe, j'essaie de ne pas être, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, j'essaie de ne pas être prisonnier des organisations antérieures pour pouvoir aller trouver des choses là où les gens ne les regardent pas. Donc plutôt que de faire des remerciements à la fin, je préfère les faire à l'avance. Donc je remercie les gens qui travaillent avec moi. Alors, je suis un pêcheur de microbes. Mais c'est souvent quelque chose qu'on m'a reproché pendant des années. Quand j'envoyais des projets de recherche, on me disait Raoul va à la pêche. C'est vrai, donc, au début ça m'irritait un peu de ce que j'avais pêche. Maintenant je suis d'accord, je vais à la pêche. Mais chez les pêcheurs, vous savez ou vous ne savez pas, mais il y a des bons pêcheurs et des mauvais pêcheurs. Moi je suis un très bon pêcheur de microbes. Je vais expliquer comment on devient un pêcheur de microbes. Alors, première chose, il faut aller pêcher là où personne ne pêche. Pas grand chose. La deuxième chose, c'est que quand on a quelque chose, il faut tout ramener. Alors, je vais vous montrer quelques histoires de choses où on a ramené une nombre considérable de choses à partir d'une petite chose. Alors, les quelques exemples, la taille des virus. On travaillait sur les pneumonies, parce que, donc souvenez-vous, l'histoire c'est on commence par travailler sur les pneumonies, on travaille sur les amibes. Les amibes, pour des raisons y compris personnelles, j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec les amibes. Un des premiers travaux que j'ai donné à l'époque à Didier Musso, ensuite à Bernard Ascola. On servait de ça, on finit par y revenir, pour purifier les expectorations et condenser les mycobactérium de tuberculose. Premiers travaux qu'on a fait datés de 91. Un chercheur anglais, Robotham, avait démontré que Legionella pneumophila, l'agent de maladie légionnaire, en réalité, sa cible, c'était les amibes, et c'est la raison pour laquelle on n'arrivait pas à décontaminer l'eau, parce que les amibes, sous forme kystique, sont extrêmement résistantes. Et tous les mécanismes qui permettent de résister aux amibes sont les mêmes qui permettent de résister aux macrophages. Et donc on a fait un théorème, une fois avec Gilbert, en disant si on résiste aux amibes, on résiste aux macrophages, si on résiste aux macrophages, on résiste aux amibes, et dans l'ensemble, c'est vrai. Donc, en réalité, les protistes phagocytaires ont entraîné, ont permis, bien avant qu'il y ait les mammifères, bien avant qu'il y ait n'importe quoi d'autre, ont permis de mettre au point des stratégies qui permettent de résister à la phagocytose. Et donc, ici, vous avez une amibe qui... Les amibes, il y a 3000 espèces d'amibes, sont des prédateurs de l'environnement et elles se nourrissent de microbes. Et donc, quelque chose qui résiste à l'amibe, c'est un candidat, si vous l'envoyez dans un poumon par un aérosol, c'est un candidat pour devenir un pathogène. Et donc, la première chose que l'on a eue, c'est un postdoc qui s'appelle Bertels qui est venu dans mon laboratoire pour identifier toute une série de bactéries, dont que Robotham, celui qui a le premier travaillé dessus, dont une chose par 16S. Et donc, c'est l'outil. La raison pour laquelle il est venu, c'est parce qu'on était devenus des spécialistes de l'outil 16S pour identifier les bactéries. Les premières grandes séries qui ont été faites dans le monde sur l'identification des bactéries pathogènes, sur 16S, c'est nous qui les avons fait avec Michel Landry. Et donc, on avait un outil qui était hors du commun, donc ils nous ont apporté la collection pour qu'on les identifie. Et cet outil nous a permis de décrire 5 nouvelles espèces, plus un nouveau clade de Parachlamydia, et il nous a permis, parce qu'il n'a pas marché, de découvrir que quelque chose qui avait toute l'apparence d'une bactérie, en réalité n'était pas une bactérie parce qu'il n'y avait pas de 16S. Et donc, quand on a eu fini d'échouer pendant 2 ans d'amplifier le 16S, on a fait une microscopie électronique, et la microscopie électronique nous a révélé que la forme n'était pas celle d'une bactérie, mais c'était celle d'un virus, sauf que des virus de cette taille-là n'existaient pas. Et c'était un virus qui était, en réalité, quand on le regardait, vous voyez, pour les gens qui ont l'habitude de faire une coloration de grammes, ces points bleus, c'est pendant des années passé pour une bactérie, et Robotham qui nous l'avait envoyé, nous a appelé ça Legionella-like amébale pathogène. C'est-à-dire une bactérie qui ressemble à une Legionella parce qu'elle pousse dans les amibes, et donc cette bactérie gram-positif, en réalité, c'était millivirus. Donc millivirus, après, on montré que ça a un énorme génome qui faisait 1,2 mégabase, qui a plus de 1200 gènes. Ensuite, ça c'était la première fois qu'on a pêché par hasard dans une collection, quelque chose c'était un virus. Mais à partir de ça, c'est devenu une petite usine qu'on a montée avec Bernard Lascola pour pouvoir sortir de nouveaux virus. Nouvelle famille virale, on a sorti ce virus qui est Marseille virus, et en regardant, on a pu voir que ces virus, à la différence des autres virus d'eucaryotes,
sont des virus qui sont très chimériques. Les virus d'eucaryotes, en principe, ne sont pas chimériques, très peu chimériques. Les bactériophages, bien sûr, ils prennent des gènes et ils les emmènent. Parce que là, on voyait que ces virus sont très chimériques et ils sont des chimères, non pas un petit peu, mais assez peu avec leur hôte, ils sont surtout des chimères ils font des chimères avec d'autres microbes. Et ça, c'est parce que ces virus ont une situation tout à fait particulière, c'est que ces virus sont parmi les rares virus qui ne vivent pas isolés avec leur hôte, mais qui vivent dans une communauté microbienne. Alors, ce papier, je l'ai appelé Sex Party in the Amoeba. Les Américains n'ont pas voulu que je l'appelle. Et c'était ça, en réalité. On échange des gènes, on se mélange, on fait du chimérisme à l'intérieur des amibes parce qu'on n'est pas tout seul. Et donc, c'est une clé. Ensuite, on a continué notre petite usine à trouver les virus. Et justement, dans une usine à virus, on a trouvé, avec le deuxième mini-virus qu'on a isolé, eh bien, on a trouvé qu'il était associé à des petites particules virales. Ces petites particules virales, comme vous les voyez ici, peuvent être à l'intérieur de la capside de mini-virus. Vous voyez qu'elles colonisent comme un cheval de Troie. C'est probablement grâce à ça qu'elles vont coloniser d'autres amibes. Ce virus se multiplie de manière satellitaire par rapport à l'usine à virus. Il ne peut pas se multiplier seul dans une amibe. Et donc, c'est un virus entièrement parasite et qui rend le mini-virus malade. Vous voyez, ça c'est la maladie qui est due à ce virus. Vous voyez qu'il a des grosses parois, il fait des formes incomplètes. Et donc, c'est un parasite. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a appelé le virophage. Et du coup, nous avons pris conscience, et ça a beaucoup irrité Forrest Rower, que toutes les techniques de ségrégation des virus basées sur les filtres étaient fausses, puisque l'idée depuis le début du XXe siècle, c'est que les virus sont petits et qu'ils passent à travers les filtres de porcelaine qui sont à 0,2 microns, et que donc on utilise les filtres pour purifier les virus depuis. En réalité, ça laisse passer les virus, ça ne laisse pas passer les grands virus, et donc on a introduit un biais méthodologique qui empêche de voir une partie du monde. Et donc il faut casser ce biais méthodologique pour pouvoir revoir une partie du monde. Alors, du coup, quand on commence à regarder dans les virus, eh bien, il y a beaucoup de virus que l'on manquait, des petits virus, bien sûr, qui sont maintenant susceptibles d'être approchés par des techniques de séquençage massive, en particulier celles qui ont été mises en place par Forrest Rower dans les études de méta génomique. Et maintenant que Forrest cherche aussi les grands virus, il trouve des grands virus dans le sang, y compris un copox, là, les virus en Californie, et puis, ça c'est le travail de Christelle dans le laboratoire, et bien nous on a regardé dans le sang ici, et au lieu d'utiliser des petits filtres, on a utilisé des filtres plus grands, et ça a permis de voir, et là on voit vraiment en microscopie, donc c'est pas ce qu'on pensait les virus, on pensait que les virus étaient invisibles, c'est ce qui les définissait, ils sont invisibles en microscopie optique. Vous voyez bien que là vous les voyez, c'est des anticorps contre ce virus, et donc c'est un virus qui est chez un donneur de sang qui a priori est asymptomatique, et il y a une proportion non négligeable de gens parmi vous qui avaient ce virus qui circule dans le sang sans qu'on sache que ça vous donnera. Il y aura peut-être quelque chose, que c'est à cause de ça que vous serez gâteux, ou que vous vivrez plus longtemps, on ne sait pas. On est au début de cette histoire, on verra bien. Mais du coup, comme quand même notre problème c'était de voir si c'était un pathogène, on s'est écarté, on a tiré la ficelle comme vous voulez, bon, on cherche quand même à savoir si c'est un pathogène, donc Christelle l'a trouvé chez des gens, mais ils ne sont pas malades, on voudrait savoir si ça les rend malades aussi. Donc on a regardé, donc on a commencé par faire de la sérologie avec Bernard Scola, de la PCR, et la PCR, on avait discordance sur le fait qu'on a pas mal de sérologie positive, mais une seule PCR positive. Et la raison, c'est qu'il y a une énorme variabilité de ces virus, et que donc il n'y a aucun outil de PCR actuellement pour mini-virus qui permette de toutes les amplifier. À chaque fois qu'on a une nouvelle souche, en réalité, elle présente des variations génétiques qui fait que la PCR n'est pas réalisable en détection. Mais Anel, qui vient d'Algérie, est venu tester ici un certain nombre de prélèvements, et parmi tous ces prélèvements, il y a eu un positif ici, qui est ce LBA11, est en révision favorable au CID actuellement, qui est maintenant le plus grand virus isolé chez un humain, qui est le virus avec le deuxième plus grand génome qui soit connu actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Eh bien ça, c'est des gens qui étaient revenus, on a testé un peu en systématique le virophage, et on a trouvé chez un patient,
cet homme une réaction assez forte, donc on voit qu'elle est spécifique de la capside du virophage. Ensuite, on a vu des anticorps contre le mammavirus, qui était son hôte. Et j'ai vu ce patient en consultation. Ce patient était un patient laotien qui mange, les Laotiens ont une particularité culinaire, c'est qu'ils mangent tout cru. Y compris les poissons, mais pas du tout de manière sophistiquée comme les Japonais qui enlèvent les filets. Ils mangent ils coupent le poisson, ils mangent tout comme ça, y compris les branchés. Et donc, j'ai fait revenir sa femme. On a eu la chance d'avoir un prélèvement un peu plus ancien chez la femme, donc qui a montré vraiment une séroconversion, vous voyez, entre ici et ici. Et puis, du coup, Bernard a fait récupérer de l'eau du Mékong pour regarder, et l'eau du Mékong est bourrée de virophage. Et donc, c'est les poissons du Mékong qui mangent cru. Donc, c'est probablement par voie digestive qu'ils ont attrapé ça. Et puis, ça, c'est un malade de Michel, qui avait une kératite sur une lentille. Il faut savoir que les infections de lentilles, généralement, se font à cause des amibes libres, mais il y avait toute... Là, on a voulu appeler ça la mafia stratégie, mais il ne nous l'a pas voulu. Les Américains sont assez réticents à nos trucs. Pourquoi la mafia stratégie? C'est parce qu'il y a l'amibe, il y avait le mimivirus, il y avait l'autre bactérie extrêmement étrange de Bernard qui s'appelle Babella, et il y avait le virophage. Et c'est dans celle-là, en l'analysant, que Christelle a trouvé un nouvel élément génétique viral qu'on a appelé le transpoviron. C'est tout dans le même malade, qu'il y avait chez le même malade. Alors qu'est-ce qui est responsable de quoi dans l'ensemble? On n'en sait rien du tout, mais enfin il y avait une sacrée population là. L'Erichetti, c'est ce par quoi j'ai commencé. J'ai commencé parce que c'était compliqué. Donc il y avait très peu de monde, très peu de bagarres, parce que la culture d'Erichetti, c'était quelque chose, il y avait 5 ou 6 laboratoires qui cultivaient l'Erichetti. C'était vraiment intéressant, du coup personne ne savait bien faire le diagnostic, et c'est intéressant. C'est la culture que j'ai commencé, donc ça m'amusait. Et donc on a, grâce à cette technique de culture, et c'est la première technique de culture spécifique que j'ai mise au point, qui était le chalvial, qui était quelque chose qui existait pour les virus, mais que moi j'ai utilisé pour les bactéries. Grâce à ça, quand j'ai commencé, il y avait 4 bactéries transmises par l'éthique, et puis maintenant il y a cette énorme confusion dont les 3 quarts sont à cause de nous. Parce qu'on a des stratégies de culture, donc on rend la vie impossible aux étudiants, parce que plus personne n'arrive à apprendre ce que sont les Erichetti, parce que c'est devenu trop compliqué. Parce que la biodiversité était beaucoup moins étudiée, parce que c'est beaucoup plus compliqué d'étudier ça que d'étudier le reste. Mais ça donne un avantage, et quand on sait le faire, on sait le faire. Un défi s'est posé avec Rickettsia felis. Rickettsia felis, c'est une bactérie qui avait été découverte par biologie moléculaire dans des puces de Californie pour expliquer des épisodes de typhus murins inexpliqués. Moi je m'en fichais parce que c'était en Californie, donc je n'avais rien à faire là-bas. Puis je n'avais pas réalisé que les puces qui étaient là-bas, en réalité, c'est des puces qu'ils avaient trouvées, c'est des puces de chat qui sont arrêtées partout. Donc c'était difficile de penser qu'elles étaient ici aussi. Mais enfin, c'était pas le problème. Et puis un jour, j'ai reçu des puces d'Éthiopie. Ça me concerne beaucoup plus. Et donc, parce qu'il y a tous les étés en Éthiopie, pendant la saison chaude, pendant la saison humide, il y a plein de cas d'infections inexpliquées, et ils sont bouffés par les puces, dans les autres puces. On dit d'ailleurs quelque chose dans les puces, et on fait la PCR, et qu'est-ce qu'on trouve? Je pensais que c'était du typhus murin, on trouve Rickettsia felis. Alors on dit, tiens, on va essayer d'avoir Rickettsia felis. Il y avait quelqu'un qui était un tricheur, qui avait dit qu'il avait cultivé, il fait 3 papiers, en disant qu'il avait cultivé Rickettsia felis à 37 degrés sur des cellules bureau. Je lui demande la souche, on se dispute pendant 6 mois ou 1 an. À la fin, il finit par m'envoyer un truc, et soit c'était de l'eau qu'il m'envoyait, soit c'était Rickettsia typhi. Donc en réalité, il n'a jamais cultivé Rickettsia felis. Moi, j'ai récupéré des puces infectées, j'ai commencé à essayer de les faire pousser, et pendant 1 an, on a essayé de faire ce qu'il avait dit qu'il avait fait. Il m'a dit finalement, je l'ai perdu, la souche. Et on n'a jamais réussi. Puis au bout d'un moment, c'est pour ça que ça sert à avoir la culture générale, j'ai pensé en réalité, il y a pas mal de bactéries qui poussent très mal à 37 degrés. En dépit du fait que c'est des pathogènes humains, elles poussent très bien à 28 degrés. Il y a beaucoup de bactéries qui poussent beaucoup mieux entre 28 et 30 degrés qu'entre 37 degrés. Et c'est un bon moyen de cultiver, par exemple, l'acide de la peste, bien que ce soit tellement pathogène, ça pousse beaucoup plus vite à 28 degrés qu'à 37 degrés. Et donc beaucoup de bactéries vectorisées, en réalité, vivent beaucoup mieux à 28 degrés qu'à 37 degrés. Parce que la principale partie de leur vie ne se passe pas à 37 degrés, se passe à 28 degrés. Donc quand vous avez une bestiole à vecteur, il faut toujours penser à essayer. Et donc on l'a cultivé là-dedans. C'est des cellules de crapauds, ça XTC, parce qu'on pouvait les mettre à 28 degrés.
Et même quand on a eu des quantités considérables, on a montré que ce que Hazard avait démontré était faux, c'est-à-dire ça ne pousse pas à 37 ans. Donc le vrai problème, je lui ai demandé de retirer ce papier, d'ailleurs c'est un papier qui a enfin une grande confusion, c'est pas vrai, et ce qu'il a décrit, en réalité, il a été contaminé par Rickettsiat Tifi, et ce qu'il a décrit c'est Rickettsiat Tifi, et c'est pour ça qu'il y a une grande confusion au départ en disant ça ressemble beaucoup à Rickettsiat Tifi. Donc on a publié ça, mais de manière intéressante, souvenez-vous, c'est à 28 degrés, et il y a d'autres techniques de culture à 28 degrés qui ont été ensuite utilisées par d'autres, parce qu'ils ne pouvaient pas faire exactement comme nous, mais qui ont pris des cellules à 28 degrés, nous on a fait pareil, et en particulier des cellules de moustiques. D'accord ? Et donc ça a été cultivé sur des cellules de moustiques et sur des cellules de crapauds, les deux à 28 degrés. Et puis, de manière étrange, c'est pour ça, d'ailleurs, si vous n'avez pas de chance, vous ne pouvez pas faire de recherche. Non, si vous n'avez pas de chance, vous ne pouvez rien faire de ça. Mais après, on a eu de la chance, on commence à faire un travail prospectif sur les causes de fièvre au Sénégal. On cherchait les maladies rickettsioses transmises par les tiques avec des PCR universels, et on trouve en réalité une seule chose, Rickettsia felis. Je dis tiens, c'est étrange, on regarde si les puces sont infectées. En fait, je mets en place un travail de collecte de puces pendant 2 ans au Sénégal, 0 Rickettsia felis dans les puces. Et même ce papier, j'étais très, vous imaginez, c'est des choses étranges qu'il y a, on ne peut pas définir. Vous savez, la même chose qui est arrivée à Christelle, comme virus, de trouver justement Marseille virus dans le sang, c'est étrange. D'ailleurs, le receveur dit, attendez, comment vous expliquez cette étrangeté? Je n'explique pas, elle est comme ça. Comment vous expliquez que ce que je trouve là, justement, c'est Rickettsia felis? Alors je ne cherche pas, j'en sais rien du tout. J'ai de la chance, voilà, comme ça. Si c'était pas nous, on l'aurait peut-être pas reconnu. Donc c'est parce qu'on savait le faire, peut-être. Mais quand même, j'avais une réticence non négligeable, et j'embêtais beaucoup Christina. Je n'étais pas pressé d'envoyer ce papier, vous voyez, parce que multiplier les contrôles et tout, je ne veux pas raconter de bêtises. Donc, et au moment où enfin, je donne le feu vert, on l'envoie, on va l'envoyer à EID, comme éditeur associé, je reçois un papier de EID qui est le miroir de ce papier, qui a été fait au Kenya par les Américains et qui trouve la même chose. C'était rassurant. Bien. Ce coup-là, on ne sera pas premier tout seul, on sera premier ex aequo, mais au moins on sait que c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pied, c'est arrivé en même temps. Ça, c'est le papier d'Alain Richard. Donc j'ai écrit au rédacteur en chef, je lui ai dit j'envoie le même papier, est-ce que ça pose un conflit d'intérêt que je sois éditeur tout seul? Il me dit pas du tout, regarde ce que tu repenses, tu me dis. Et donc ils ont publié en même temps face to face, ce qui veut dire que c'était établi, c'était 2 choses, travaux complètement indépendants qui montraient ça. On a continué, on a trouvé plein, et puis on a trouvé beaucoup dans la saison froide, beaucoup chez les enfants. Enfin, comme on a installé sur place, au milieu de Dielmo, où il n'y avait même pas encore électricité, des stratégies de biologie moléculaire, eh bien, chez cet enfant qui avait des vésicules, a été prélevé l'écouvillon, et dans cet écouvillon, on a réussi à trouver Rickettsia felis, et donc ça c'est probablement la primo-infection de Rickettsia felis, vous voyez, c'est une maladie vésiculeuse, et comme souvent, une fois qu'on a eu ça, on est allé montrer ça aux médecins grecs, on dit, mais bien sûr c'est connu, on en voit beaucoup des comme ça. Mais avant que vous ayez la photo et le diagnostic, vous ne le savez pas. On ne sait que ce que l'on reconnaît. Il y a que les gens spéciaux qui sont capables de voir les choses qu'ils n'ont jamais vues. C'est ça la recherche clinique pour le reste. Et puis, je me demandais ce que c'est que cette histoire de Rickettsia felis, on ne trouve pas les pics. C'est pas vrai qu'on peut avoir 4 à 5% des gens qui sont piqués par les puces tous les ans. C'est pas vrai. Ça pique pas beaucoup les puces. C'est pas des puces humaines, c'est des puces d'animaux, c'est des puces de. Ça pique rarement. C'est pas vrai. Donc il y avait quelque chose d'autre. Et puis 5% comme ça, c'est invraisemblable. Normalement, si ce truc est immunisant et cumulatif, ça doit s'arrêter. Il ne doit pas avoir plus de 1%. En nouveau cas, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui était. Et puis heureusement, dans mon laboratoire, j'ai un double laboratoire au Sénégal, on fait beaucoup de paludisme. Et d'un coup, en écoutant la partie paludisme, je me suis dit, mais c'est idiot, c'est des moustiques, c'est le paludisme ce truc. C'est la même chose que le paludisme. On a des rechutes, on a des gens qui n'ont pas qui ont des PCR positives et qui n'ont pas de fièvre. C'est la saison des pluies, et c'est la même répartition géographique que le paludisme. Donc si c'est comme le paludisme, c'est dans les moustiques, et on a regardé, effectivement, on a trouvé dans les Albopictus, plus dans les Anopheles. Et donc on en est là maintenant, on a un modèle expérimental qui commence à marcher depuis la semaine dernière, on fait manger nos moustiques sur des bêtes infectées, et ils ont Rickettsia felis dans les moustiques, donc on est assez confiant là-dessus. Et on a fait maintenant un très gros travail qui va de la France jusqu'au Gabon,
et on a exactement le même gradient d'infection pour Rickettsia felicis et paludisme. Donc il y a un parallélisme du cycle du plasmodium et du paludisme et de Rickettsia felicis. Et du coup, si c'est vrai, on a pris une courbe, on va regarder si, comme dans le paludisme, on peut trouver. Vous savez que dans le paludisme, on a identifié que la source du paludisme, c'était les grands singes, en particulier les gorilles, parce que l'analyse des selles, c'est une chose qu'ont inventé nos collègues de Montpellier, dans les selles, en réalité, dans les fesses, on trouve des gènes de pratiquement tous les microbes qui donnent des bactériémies, parasitémies ou virémies. Et donc on peut trouver, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le virus HIV dans les selles, c'est comme ça qu'ils ont trouvé le paludisme dans les selles. Non, on n'est pas plus bête qu'eux, on travaille avec eux, on dit on va regarder, parce que les grands singes sont exposés au même risque vectorien que nous, ils sont piqués par les mêmes moustiques, et donc si c'est vrai, aussi bien c'est le réservoir, mais dans tous les cas ils sont aussi infectés que nous, et donc on a regardé, et donc on a trouvé qu'effectivement, on trouvait dans les selles des singes Rickettsia felicis, et donc avec une répartition géographique qui est proche de celle de Plasmodium, là aussi, c'est-à-dire les singes qui sont exposés au paludisme sont exposés à Rickettsia felicis, on trouve dans les selles des singes aussi bien Rickettsia felicis que Plasmodium, et maintenant, on est en train de faire la même chose autour des villages que l'on a au Sénégal, et les singes rouges et les singes verts qui sont autour sont aussi infectés. Donc on sait que c'est vrai, et du coup, ce truc des selles qui est tout à fait extravagant, les gens se sont posé la question, attendez, vous regardez ça chez les gorilles, mais du coup, effectivement, on peut faire le diagnostic du paludisme maintenant en faisant un test sur les selles. C'est tout à fait quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer, faire un diagnostic du paludisme en testant les selles, pour lequel vous n'avez pas besoin de faire une prise de sang maintenant pour faire un diagnostic du paludisme, une couillonnage total, il faut le mettre en place d'ailleurs, hein, comme système. C'est un système tellement étonnant, peut-être même sur la selle. Ensuite, Trophaena-Whitley, vous voyez que donc à partir d'une histoire, on peut développer une histoire et aller assez loin. Trophaena-Whitley, le système a commencé par un protocole que j'avais mis en place, que j'appelle « je ne sais pas », parce que tous nos protocoles de culture étaient des protocoles de culture qui étaient destinés à une culture pour laquelle on savait ce qu'on cherchait. Et donc, j'ai mis un protocole neutre, en particulier pour les endocardites et l'hémoculture négative, qui était le protocole le plus large possible pour pouvoir cultiver quelque chose dont je ne savais pas ce que c'était. Ce protocole est connu maintenant partout, on l'appelle GLSP. Ça veut dire que je ne sais pas ce que j'essaie de cultiver. Je suis neutre. J'essaie de faire quelque chose de large. Donc c'est des chefs viales, pareil, on regarde toutes les semaines. Et puis, donc j'ai mis au point ce protocole sur une demande de Jérôme Etienne à Lyon qui me disait écoute, on a encore plein d'endocardites et hémoculture négative, et tu ne trouves rien, il faut qu'on arrive à mettre un nouveau système, c'était avant la généralisation du CSS. Et puis, Tom Marie, mon ami au Canada, m'envoie une valve au milieu de l'été en me disant tiens, regarde ce que c'est l'endocardite, on n'arrive pas à savoir ce que c'est. Et puis, on l'inocule en juillet, puis ça ne marche pas. Tom Marie me réécrit en septembre en me disant il est très pushy, Tom Marie. Il dit tu n'as rien trouvé, est-ce que tu as essayé? Je la ressors, je dis à Marie-Laure, ma technicienne, écoute, il faut que tu t'acharnes là-dessus. Et Marie-Laure a fait quelque chose d'extrêmement intelligent. Au lieu de le regarder, de garder ceci pendant 3 semaines, comme on fait d'habitude, elle a gardé 60 jours. Et les premiers réflexes cytopathiques sont arrivés à 60 jours. Donc il fallait avoir le système GLSP, et puis garder ça. Et quand on a passé en CSS, on a eu la surprise de voir que c'était la bactérie. On ne cherchait pas ça du tout. Hein. Trophaena-Whitley, moi je ne voulais pas m'intéresser du tout à ça, je m'en fichais comme une ville. C'est arrivé, c'est lui qui est venu me chercher. C'est pas du tout, il faut pas... Mais on avait mis des filets, on a ramené Trophaena-Whitley. Donc à partir de ça, on a fait le génome. À partir du... Vous voyez, et une fois qu'on l'a ramené, on l'a bien ramené, hein, Trophaena-Whitley. Après on a fait le génome, après le génome. Ça, c'est le cas qui avait été décrit, Trophaena-Whitley, c'est l'agent de la maladie de Whipple, c'est le cas qui avait été décrit en 1907. Et là, j'ai réussi parce que j'ai un copain qui s'appelle Dummler, qui est dans l'hôpital, John Hopkins, où travaillait Whipple, qui avait fait l'anatomopathologie de l'autopsie de ce malade, et il restait une lame du docteur Whipple lui-même. Et nous, on a fait des anticorps contre ça, et donc on a récupéré cette lame, on a coloré cette lame, on a publié ça, vous voyez. C'est une lame qui avait 100 ans, et donc on a montré qu'effectivement ce qu'il avait décrit c'était bien dû à Trophaena-Whitley avec les anticorps qu'on avait mis en place. Vous voyez qu'on a reconstruit l'histoire. C'est pas fini. Le génome, regarde le génome, maintenant on produit des génomes comme ça. Avant on produisait des génomes, on ne savait pas, moi je n'ai jamais su pourquoi je le séquençais. Donc celui-là je ne sais pas pourquoi je le séquençais, ni ce que je cherchais. Donc c'est après, une fois qu'on a le génome, on regarde qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire avec ce truc. Il faut inventer une histoire à chaque fois.
Et donc là, l'histoire, qui était vraiment très intéressante, c'est quand on regardait une espèce de micro-arrêt comme ça c'est ça qui a tout déclenché. J'ai fait un micro-arrêt avec Carsten, qui était chez Claverie à l'époque, et ce qu'on voyait, on voyait que Trophérima, ça c'est les intracellulaires, vous voyez, quand c'est vert et noir, noir c'est qu'ils n'ont rien, vert c'est qu'ils en ont peu, rouge c'est qu'ils ont tout. Et donc vous voyez, les intracellulaires en général, il leur manque pas mal de trucs, mais ce qui était vraiment spécifique de Trophérima ruplei, c'est qu'il lui manquait la moitié des pathways des acides aminés. Et donc il ne sait pas faire les acides aminés. Et donc on a dit, on va supplémenter en acides aminés et voir ce qui se passe. Et du coup, on a réussi à avoir une culture axénique, simplement par une analyse brutale. Alors après, les gens ont voulu sophistiquer, en particulier Hirogata a voulu dire, on va regarder si tel gène, en rajoutant ça, etc. Après, ça n'a jamais marché. C'était un truc à la masse. Vous voyez, c'était juste, ouf, il y a plus d'acides aminés, on rajoute les acides aminés, ça marche. Quand on veut rentrer après plus dans le détail, ça va être plus compliqué que ça. Et ensuite, on avait été attiré par le fait, ça c'est pas nous qui avions commencé, c'est les Autrichiens qui avaient testé les éboueurs pour voir si les éboueurs avaient Trophérima ruplei. Et ils ont trouvé qu'il y avait des éboueurs, donc on a fait un travail nous avec les éboueurs de Marseille, avec la Société des eaux de Marseille. On a analysé ça et on a trouvé qu'effectivement il y avait un portage, le premier portage qu'on ait décrit, mais dans une population importante, c'est la population générale française, c'est-à-dire parmi vous, il y a 2 à 3% des gens qui ont Trophérima ruplei dans les cerveaux. Et alors que la maladie de Whipple, c'est une maladie très rare, c'est 1 par million d'habitants. Donc, c'est première étrangeté, on partait en disant que Trophérima ruplei, c'est la bactérie qui cause la maladie de Whipple. Mais déjà, vous ne pouvez plus croire un truc pareil, c'est pas possible que ça soit l'agent unique de la maladie de Whipple, parce que c'est pas possible. Tout le monde en a, il y en a très très peu qui font une maladie de Whipple. Donc, on note ça, un portage important, et puis deuxième chose, on fait une étude cette fois-là sur toutes les selles qu'on reçoit aux urgences, et on note que c'est associé spécifiquement aux diarrhées des enfants qui ont entre 2 et 4 ans. D'accord ? Donc, on trouve, mais de manière importante, on a eu 3 saisons de suite, jusqu'à 15% des gosses qui avaient une gastro-entérite, qui avaient Trophérima ruplei. Extrêmement important. Mais c'est cyclique. On verra, ça marche par bouffée épidémique comme les autres maladies, sans que je sache comment ça fonctionne. Et donc, pour pouvoir dire, écoutez, avec tout le monde sache la distance que j'ai avec les modèles expérimentaux, mais pour pouvoir dire, écoutez, c'est un agent de diarrhée, la maladie de Whipple, il n'y a pas de modèle expérimental. Mais pour les diarrhées, on va dire, on va regarder si on peut foutre une diarrhée à une souris avec ce truc-là, pour dire, écoutez, c'était un modèle simple de diarrhée, et la réponse, le travail qu'on a fait avec le mois, c'est oui, on arrive à déclencher une diarrhée avec Trophérima ruplei. Donc Trophérima ruplei, c'est un agent commun de diarrhée, d'abord, et il y a un certain nombre de gens qui portent ça toute leur vie. Vous voyez qu'on est loin de la maladie de Whipple. Et un autre paradoxe qui a été une très belle histoire, qui était sous mes yeux pendant longtemps avant que je réalise, on essaie, du coup, pour la maladie de Whipple, on est embêté, parce qu'on a la bestiole, c'est tellement... Vous vous rendez compte, il y a probablement 1 pour 10 000, une pour 10 000 personnes chez qui on trouve Trophérima ruplei qui a une maladie de Whipple. Donc la valeur indicative de ça, c'est modeste quand même, parce qu'il y a tellement de porteurs et tellement peu de malades. Donc on va dire, on va regarder la réponse immune. Ceux qui sont malades, eh bien, ils vont avoir une réponse particulière. Et je travaillais là-dessus pendant 2 ans, ou 3 ans, sans rien comprendre. On a beaucoup travaillé avec Malgo, on a fini par trouver des choses extrêmement compliquées qui étaient toutes fausses. Parce que quand les choses sont trop compliquées, c'est que souvent on ne les a pas compris. Et puis, j'ai fini par comprendre. En réalité, ce qu'on avait fait, c'était ça. Et c'est une chose extrêmement importante. On avait pris les gens qui avaient une maladie de Whipple, et ensuite on avait pris des contrôles. Les contrôles, on avait pris des donneurs de sang. Et on ne comprenait rien. Parce que les donneurs de sang, ça rejoint la question de Christelle, les donneurs de sang, on ne sait pas ce qu'ils ont. On ne sait pas s'ils ont été en contact, on ne sait pas ce qu'ils sont. On ne sait pas quelle est leur histoire avec Trophérima ruplei. Et donc, au bout d'un moment, j'ai cliqué, j'ai dit non, on ne va pas faire ça. On va prendre, parmi les gens, la question qu'on a, c'est parmi les gens qui ont Trophérima ruplei, quels sont ceux qui ont une maladie de Whipple et quels sont ceux qui sont des porteurs asymptomatiques. Et j'ai enlevé déjà toutes les formes localisées, tous les gens dont je ne connaissais pas le statut, et donc je n'ai comparé que 2 groupes. Les gens qui ont Trophérima ruplei dans le tube digestif, avec, je veux savoir, le test qui me permet de voir ceux qui sont malades de ceux qui ne sont pas malades. Et ce qui s'est passé, c'est exactement l'inverse. C'est pour ça que c'est vrai, hein, quand on fait l'inverse de l'hypothèse qu'on avait au départ, c'est toujours vrai.
L'inverse, c'est que les gens qui ont une maladie de Whipple n'ont pas d'anticorps. Donc quand on passe en Western blot, vous pouvez voir tout de suite la différence entre un porteur et une maladie de Whipple, parce que le porteur, il est immun, et c'est pour ça qu'il n'est pas malade, parce que le mec, maladie de Whipple, il n'a pas d'anticorps, ou extrêmement peu, ou juste contre les protéines glycosylées qui le protègent, qui protègent la bactérie de l'activité. Et donc on a une sérologie paradoxale, qui est négative chez les malades. Donc ça c'est la paradoxal, vous voyez. Et donc ici, quand vous voyez ici le sérum typique d'un porteur, vous voyez, qui est comme ça, et celles qui ont les classiques Whipple disease, vous voyez, c'est celle-là, ou une très faible réaction à 110 sur une protéine glycosylée, ou pas de réponse, et quand vous déglycosylez, généralement, vous faites partir la réaction. Donc ça c'était un premier point. Le deuxième point, c'est alors, mais qu'est-ce que c'est que cette maladie qui arrive une fois sur 10 000, peut-être même, en réalité maintenant on pense que dans votre population, 50% d'entre vous a été infecté par Porphyria Whipple. Donc pourquoi il y en a 1 sur 1 million ou 1 sur 500 000 qui fait cette maladie? C'est que ce n'est pas une maladie infectieuse. C'est une maladie qui est une maladie qui comporte le risque spécifique, quand il est contaminé par Porphyria Whipple, d'être incapable de contrôler sa multiplication. Donc la faute vient à l'hôte. C'est l'hôte qui est susceptible, c'est pas la bactérie qui cause ça. C'est parce que la bactérie est là par hasard chez tout le monde, normalement elle donne une diarrhée ou rien du tout, et c'est parce que l'hôte est sensible qu'il se passe ça. Et donc, pour confirmer ça, on a eu cette observation, c'est une charmante dame qui a une maladie de Whipple depuis 20 ans, moi je suis depuis 10 ans, qui a fait 5 ou 6 rechutes, parce qu'à chaque fois on arrêtait le traitement parce que tout était nettoyé, la biopsie était parfaite, elle était guérie. Et la dernière rechute qu'elle a faite, on a pu démontrer qu'elle avait été infectée par une autre Porphyria Whipple que la première. Ce n'est pas une rechute, c'est une rechute par un autre microbe. C'est-à-dire c'est une réinfection, mais comme elle ne sait pas se défendre contre cette bactérie, en réalité, elle sera toute sa vie sensible à quelque chose pour lequel elle sera contaminée. Okay. Et donc, on a changé du coup notre stratégie thérapeutique. Quand on connaît ça, en réalité, on leur donne un traitement à vie pour empêcher qu'elle se recontamine, parce qu'on sait qu'elle restera toute sa vie sensible à ça. C'est une maladie génétique qui a une susceptibilité particulière à ça. Ça, c'est le schéma que proposait Grubb pour expliquer que petit à petit, on reconstruisait le puzzle de Porphyria Whipple. Les archées, très rapidement. Les archées, c'est un nom affreux, archées. Il faut enlever ce nom, je ne sais pas qui arrivera à le débaptiser, mais il faut l'enlever, parce qu'il y a toute une communauté de gens qui sont archées. C'est idiot. Ça laisse penser que c'est des trucs archaïques ou qui vivent dans des niches particulières. C'est idiot. C'était vrai par hasard. Quand Woose a trouvé ça, il a trouvé que c'était des bactéries hyperthermophiles qui étaient celles qui en réalité n'étaient pas des bactéries mais des archées. Et comme à l'époque il y avait cette grande théorie que la vie avait commencé à très haute chaleur, et que donc ça avait probablement commencé par des microbes qui résistaient à la chaleur, il appelait ça les archées. On appelait ça les archées-archéi, et puis ensuite les archées. Mais du coup, il reste emprunt dans le nom l'idée que c'est un truc de situation extrême qui est plus ancien que le reste. C'est complètement idiot. Il n'y a rien de plus ancien. Au moins, ce qui est plus ancien, on n'en sait rien. Et deuxièmement, ça ne vit pas du tout dans une environnement extrême, mais du coup, c'est jamais venu en microbiologie clinique. Très peu de choses. En plus, c'est difficile à cultiver. Et le seul travaux qui étaient, c'était des travaux basés sur l'expression de méthane, qui est une des propriétés d'un groupe d'archées, qui est de faire du méthane. C'est du méthanogène à partir d'ion H+. Et du coup, avec Michel, on s'est mis systématiquement à regarder si on pouvait trouver des archées nouvelles. Et oui, on trouve des archées, et hop, un coup de chance, celui-là, la première qui a été cultivée ici à Marseille, c'est la 4e espèce seulement retrouvée chez l'homme, dans l'étude digestive, mais elle ne pousse pas dans des conditions de température particulières, de contrôle de la tension d'oxygène. Et donc, coup de chance, c'est celle qui avait justement le plus grand génome d'archées humains, je l'ai décrit. Les probiotiques, c'était un autre point. Probiotiques, c'est-à-dire que c'est bon pour la santé, mais il faut se méfier. Donc quand tout le monde est d'accord sur quelque chose, ça vaut le coup d'aller voir si c'est pas l'inverse qui est vrai, parce que bien sûr, si c'est vrai, il y a beaucoup à pêcher. Mais c'est des champs très difficiles, très compliqués, parce que vous expliquez des choses que personne ne veut entendre.
Donc, probiotiques, on est tombé dessus par hasard. C'est le premier travail qu'on ait fait, très ancien. C'était une bactérie qu'on trouvait qui rendait les autruches malades. Donc, c'était un vrai problème de l'agriculture du Zimbabwe. Et donc, Pat Kelly m'avait donné cette bactérie en disant tiens, regarde si ça fait la même chose. Alors, il n'y a pas d'autruche, on a pris des poussins. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est l'inverse de ce qu'on attendait. Donc, on savait que c'était vrai depuis le début, mais on ne savait pas qu'en faire. De temps en temps, on met un temps à cliquer, si vous voulez, entre les choses qu'on voit. C'est tellement difficile de voir quelque chose qui est paradoxal ou qui n'a pas été décrit. C'est si difficile que parfois il faut 2 ou 3 ans avant de comprendre. C'est très compliqué. Quelque chose qui est inattendu, c'est extraordinairement compliqué à interpréter. Et donc, là, on arrive à un truc, et à la fin, on a les poules qui étaient hautes comme ça. André Einstein avait pris ça chez lui, il y avait un coq géant, on a dit le coq du dessin animé, qui était en plus incroyablement agressif. En fait, il s'est fait bouffer par un renard quand même. Mais, et des poules qui pondaient des gros œufs, c'est un truc, on aurait dit, un film, quoi. C'est pas vrai, quoi. Donc, avant de réaliser un truc pareil, on avait vu ça quand même, quoi. Donc, avant de réaliser un truc pareil, il a fallu un certain temps, et il a fallu un kamikaze, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à perdre, et c'était Mohamed Khan, qui faisait de l'expérimentation. Il avait quelques mois à attendre parce qu'il attendait pour partir son postdoc. Je lui ai dit, mais tiens, tu vas faire ça. En plus, comme il vient du Bangladesh, il en sentait bien l'intérêt parce qu'il disait, si c'est un truc qui fait grossir les poulets, finalement, c'est bon pour le Bangladesh. Ça, on aura des gros poulets. Et donc, il a refait ce travail. C'est une photo de Mohamed Khan. Il a trouvé la même chose, mais comme contrôle, on a mis de l'eau, comme la première fois. Mais en plus, on avait mis Lactobacillus fermentum. Et Lactobacillus fermentum, il grossissait un peu moins, mais il grossissait aussi. Donc, on a une vraie différence. Et donc, d'un coup, en réalité, j'ai réalisé, j'ai regardé, je ne connaissais pas du tout le monde des probiotiques, puis le monde des probiotiques chez les humains, on parle de ça que pour les diarrhées, etc. Mais en réalité, et ça c'est une des choses fascinantes en science, il y a une espèce de cloisonnement absolu dont on n'arrive même pas à comprendre, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi on a besoin de se battre autant pour une question qui apparaît aussi simple. Dans tout l'agroalimentaire européen, depuis 1972, il y a une réglementation extrêmement précise pour faire grossir les animaux avec les probiotiques. Lactobacillus. Donc, tous les éleveurs utilisent en Europe des probiotiques pour faire grossir les animaux. Tous. Comment c'est tellement difficile de faire admettre qu'il est possible que se passe la même chose chez les humains, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est pas juste une expérience faite par un type qui a un peu triché dans son laboratoire pour montrer que ça marchait. C'est pas ça. C'est des millions d'animaux qui sont nourris avec des probiotiques, ça s'appelle des growth promoters. On donne ça ou des antibiotiques. Les Américains continuent à donner des antibiotiques pour faire grossir les animaux. Nous, c'est interdit depuis 2005, je crois, et les probiotiques sont régulés officiellement depuis 1972, et on ne donne plus que des probiotiques officiellement pour faire grossir les animaux dans toute l'Europe. Si vous connaissez n'importe quel agriculteur, vous allez voir les suppléments, les compléments alimentaires qu'on donne, c'est des probiotiques. Donc c'est un truc qui est énorme, c'est un monde colossal, mais qui n'a rien à voir avec le nôtre. On ne communique pas avec celui-là. Et de faire les liens, ça paraît aux gens ce qu'on a. Alors moi, j'ai tout de suite attiré l'attention, mais au début, ils n'ont pas réagi parce que je suis allé trop vite, ils ne m'ont pas vu arriver. Donc les premiers sont passés. Tac, je dis attention. Bien entendu, la manipulation du microbiote intestinal est associée à l'obésité chez les animaux. Pas que l'obésité, la taille. Il y a un truc qui est très. Ils prennent, vous avez vu, ils deviennent des géants. Et c'est intéressant, si vous regardez les humains. Ceux qui sont un peu plus jeunes, ils ne s'en rendent pas bien compte. Mais moi, j'ai vu le changement de taille des humains dans une génération qui est hallucinant. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un géant par rapport aux autres. Maintenant, tous ces couillons de gamins, là, ils ont ma taille. Donc, je suis content. C'est ennuyeux, vous voyez. Mais je l'ai vu. Vous voyez, j'ai regardé comme ça, alors je les regarde comme ça, et maintenant, il y en a que je regarde comme ça. Il s'est passé un truc, quand même. Je ne sais pas qui explique ça, mais c'est pas le contenu calorique, c'est pas ça. Les explications, chacun les siennes, c'est probablement les antibiotiques qui font ça. Et donc là, il y a des travaux vraiment qui sortent, c'est Blaser, le côté antibiotique, c'est plus Blaser qui le fait. Et nous, on se pose la question de savoir si le fait de manger de plus en plus de bouffe fermentée, est-ce que ça a un lien avec la prise de taille et de poids général? Ce qui est une vraie question, il y a un mystère. Là, vous voyez bien, c'est encore une connerie darwinienne, la sélection. C'est pas les grands ont fait plus de petits que les petits, c'est idiot, c'est pas la sélection darwinienne. Pourquoi les humains grandissent? Vous regardez, moi je me rappelle quand j'étais gosse, regardez en Italie, ils étaient tous 1m55. Maintenant ils sont grands comme tout, ils font 1m80. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris 30 cm en 30 ans. Il s'est passé un truc. Ils ne mouraient pas de faim, il y avait des gros aussi déjà. Donc, il y avait un truc qui s'est passé. Donc, ce truc-là, on ne sait pas ce que c'est, mais on s'y intéresse pas suffisamment. Donc vous voulez pêcher, ça c'est vraiment un truc. La taille des humains. Qu'est-ce qui s'est passé?
c'est pas génétique, ça ne peut être qu'environnemental, qu'est-ce que c'est? Et donc, je peux vous dire que quand on était comme ça, les gens étaient fous furieux. Alors, ceux-là, les deux, ils ont répondu en gueulant, mais ceux-là, c'est pas compliqué. Vous regardez sur Google ce qu'ils font. Alors, ensuite, vous voyez, ils n'ont que des contrats avec Danone, Nestlé. Alors, lui, il est entièrement acheté par Danone et par Nestlé. Ouais. Donc, c'est pas compliqué à regarder. Les mecs, ils ont des contrats, des trucs, et conflit d'intérêts néant. Alors, il faut que c'est un truc, ça. Autant l'industrie pharmaceutique, maintenant, on finit par suivre, parce qu'il y a beaucoup de scandales, mais dans l'agroalimentaire, jamais de conflit d'intérêts. Il n'y en a pas. Jamais déclaré. Donc, ce problème, c'est probiotiques, c'est bon. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est pas bon. C'est un truc, vous n'avez même pas le droit de vous poser la question. Enfin, ça ne nous arrête pas un petit peu, on continue. Et donc, d'une manière intéressante, si vous voulez, les gens sont beaucoup moins réticents à l'idée d'admettre que les antibiotiques jouent un rôle. Donc, c'est le truc de Blaser. Il y a un beau papier mais qui n'est pas plus beau que celui qu'on a finalement publié dans un journal avec un impact relativement modeste, et heureusement parce que je connaissais le rédacteur en chef, mais qui n'est pas plus beau que celui qu'on a publié dans Microbial Pathogenesis, qui est sorti en nature. C'était sur les antibiotiques, mais pareil, on avait fait les profils transcriptionnels et tout, mais il était impossible de trouver un rapporteur qui accepte de voir quelque chose sur les probiotiques. Zéro. Dire, parce que j'ai discuté avec les gens qui manipulaient ça, les gens ne voulaient pas être rapporteurs de ça. Parce que la seule truc, c'était soit de dire qu'on mentait, soit de dire que c'est ça. Il n'y a pas d'autre solution. Les données, c'est les données. Soit on ment, on triche, soit il y a les probiotiques font aussi. Et donc, personne ne voulait valider ça. Peut-être que les antibiotiques, c'était moins compliqué, parce que tout le monde s'en fout un peu, parce que finalement, les gens, les rapporteurs de ça, ne sont pas payés par l'industrie médicamenteuse. Mais du coup, d'un coup, j'ai réalisé, qu'est-ce que sont les éléments qui peuvent faire, parmi les éléments qui peuvent faire le lien entre les probiotiques et les antibiotiques. Il y a un super papier qui a éclairé, c'était sous mes yeux aussi, ça fait des années que c'était sous mes yeux, je ne l'ai pas vu. Il y a un super papier qui est sorti dans le PNAS sur l'action des probiotiques et qui commence par la description de comment les antibiotiques sont venus des probiotiques en réalité. Et donc, il raconte, voilà, en 1945, les probiotiques ont pensé que ça marchait à cause des vitamines, de la vitamine B. Et donc, un de ceux qui était très utilisé, c'était Streptomyces aureofaciens. Et ce Streptomyces aureofaciens, grand probiotique utilisé dans l'agroalimentaire, les gens analysent ce qu'il y a dedans, pensant trouver de la vitamine B, ils trouvent une molécule qui est un peptide non ribosomal, qui est la tétracycline, ce qui est devenu la doxycycline. Donc en réalité, ce qui faisait grossir les animaux dans les Streptomyces aureofaciens, c'était la tétracycline, qui était une des choses qui a été donnée pendant très très longtemps comme facteur de croissance. Et vous voyez donc, vous pouvez donner soit la tétracycline comme facteur de croissance, soit Streptomyces aureofaciens, mais c'est la même chose. Dans les deux cas, vous donnez l'antibiotique. Alors, les antibiotiques utilisés, pour l'instant, viennent des champignons. La plupart des antibiotiques sont des protéines non ribosomaux sécrétées par les champignons. Mais c'est très connu chez les bactéries font des bactériocides aussi. Tout ce qui vit en communauté a des armes pour se disputer et d'autres pour se défendre. D'accord ? Pour se défendre, c'est CRISPR, pour attaquer, c'est bactériocide. Simplifie. Et donc, on a dit, ben, regardez, on teste, si on teste directement, une hypothèse est exacte. Alors là, je m'excuse, l'hypothèse a été confirmée par les tests, donc elle a moins de valeur prédictive quand elle confirme l'inverse, c'est vrai. Enfin, dans leur temps, il faut bien que on ne pense pas faux au départ. Donc là, vous voyez, avec Manolis, que je rends fou avec les histoires de probiotiques, on a testé maintenant l'activité antibiotique directe de ce que vous achetez. On est allé au supermarché, et donc quand vous achetez un yaourt ou de l'Actimel ou un autre yaourt ici, ou un truc Nestlé, vous voyez que c'est un antibiotique. C'est un antibiotique actif sur Escherichia coli, Staph aureus ici, Escherichia, oui, marche très bien, c'est un antibiogramme, c'est antibiotique. Vous voyez ? C'est antibiotiques, c'est la même chose, c'est les deux versants de la même chose. Les antibiotiques viennent des probiotiques et les probiotiques continuent à avoir des antibiotiques qui sont utilisés. Et alors, on s'est beaucoup amusé parce que c'est tombé vraiment là dans un piège d'équipe de Pascal, tout ça, depuis, parce qu'ils ont publié un travail de grande complexité, de biologie cellulaire, je ne comprends pas tous les détails, mais j'ai vu que c'était un truc bien, c'était un modèle expérimental, des images dans tous les sens, focal, film, tout, pour expliquer que toute la transformation du transcriptome, quand on mettait un lactobacillus et l'Listeria monocytogenes.
Et donc nous, comme on sait que c'est l'antibiotique qui tue l'hystéria, c'est publié depuis 25 ans que les lactobacillus tuent les Listeria monocytogenes. On a regardé, on a fait l'analyse du génome, on a regardé, on a dit, mais attendez, il faut rester au principe du rasoir pour carne, c'est probablement l'explication la plus simple qui est vraie. L'explication la plus simple, c'est que le lactobacillus, ça fait des bactériocides qui tuent les Listeria, et que tout le reste, la manipulation, l'environnement, tout ça, c'est pas inintéressant, mais ça n'a probablement rien à voir, parce que simplement dans une gélose, vous mettez Listeria, vous mettez vos lactobacillus, ça les tue. Voilà. C'est pas des antibiotiques. Voilà. Donc c'est bien, ils nous l'ont pris, et donc c'est sorti en PLRS, je ne sais pas ce qu'ils disent. On était un peu fâchés. Enfin. Du coup, ce que je vous dis sur les probiotiques, on a un vrai problème de rapporteurs extraordinaire. Vous cherchez des rapporteurs pour les probiotiques, vous n'arrivez pas parce que tous les gens qui ont travaillé sur les probiotiques depuis 20 ans ont tous travaillé avec l'industrie. Tous, 100%. On n'arrive pas à en trouver un qui est pas. Et du coup, il y a des gens, nous et d'autres, on a regardé, on a publié ça, le biais de publication, c'est très bien, il y a des techniques maintenant qui permettent de voir s'il y a un trou dans les publications. Normalement, quand on a des publications qui sont équilibrées, vous avez une distribution qui est normale. Autour d'un point central, vous avez une distribution qui est normale. Si vous avez un trou de publication, et que ce trou de publication est ce qui gêne le sponsor, vous comprenez, et c'était un grand truc de l'industrie pharmaceutique, qu'en réalité, il y a des résultats non publiés. Et maintenant, vous savez que pour l'industrie pharmaceutique faisait ça jusqu'à 2 ans. On n'a pas le droit de ne pas publier, de ne pas rendre public les résultats qui ne confirment pas l'hypothèse de base. C'est interdit parce que, en réalité, quand ils ont eu des accidents, qu'ils ont replongé dans les archives, ils se sont rendus compte qu'ils avaient caché les résultats. Donc ces résultats, dès qu'on teste, doivent être publics. Et donc là, ce que vous voyez sur les probiotiques, il y a 2 choses que l'on a regardées. Nous, on a regardé 2 choses qui ne nous concernent pas directement. On dit que les probiotiques, c'est tricher, ce qu'il y a dans la littérature. Donc il y avait des gens qui ont publié ça sur l'effet antidiarrhéique des probiotiques et qui ont montré qu'il y avait un trou dans les probiotiques qui ne marchaient pas. Et nous, on a regardé dans l'agroalimentaire, il y a, pas chez les humains, chez les animaux, il y a un trou dans les probiotiques qui ne donnent pas d'augmentation de poids. D'accord ? Donc, bien sûr, tricher, c'est jamais dans le même sens. C'est l'intérêt de celui qui paye qui explique la tricherie. Donc, dans l'agroalimentaire, ce qu'on ne veut pas publier, c'est que ça ne fait pas grossir. Donc, on enlève ce qui ne fait pas grossir, tandis que chez les humains, c'est essentiellement utilisé comme antidiarrhéique. Donc, ce qu'on enlève, c'est ceux qui n'ont pas été guéris par les diarrhées. Et ça, mais ce qui est intéressant, c'est que quand il y a suffisamment de papier, vous pouvez les prendre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire en dehors des niches, les endroits où personne n'avait pêché? Il faut se jeter sur les nouvelles cannes à pêche. Voilà, nouveaux outils, les pêcheurs font ça, le radar, le sonar, et ils repèrent comme ça les trucs. Les gens n'ont pas encore, il faut se précipiter dessus parce que bientôt tout le monde l'aura et ça ne marchera pas. Alors, nous, on a fait une course comme ça aux armements. On a commencé par le séquençage, on était le premier laboratoire de microbiologie au monde à avoir un séquenceur automatique. Ce premier, c'était en 1992. Et on a commencé à faire des 16S en folie, ça c'est 2 grandes publications qu'on a fait avec Michel, qui sont très citées. Et dans ce travail, par exemple, en 4 ans, à la Timone, on avait été capable d'identifier 47 bactéries pathogènes pour l'homme qui n'avaient jamais été décrites, soit parce qu'elles étaient de l'environnement, soit parce qu'elles étaient nouvelles, parce qu'elles étaient dans un seul centre, simplement en rajoutant un outil. Et donc, en tout, je ne sais pas combien on a fait, 280, on a décrit 280 nouvelles espèces bactériennes. Mais ça, c'est un travail qui était fait dans JCL, qui disait, attendez, en 1980, il y avait 1800 espèces connues, maintenant il en sort plus de 500 par an, et en réalité, maintenant, vous voyez, 1800 en 1980, et en 2012, 12 000. Donc, le nombre d'espèces décrites est explosif, mais surtout dans l'environnement, parce que les microbiologistes cliniques ont moins travaillé que les autres, et je vais vous montrer pourquoi. Pareil, si on regarde nouvelle approche, une approche de séquençage de l'amplification du 16S RNA dans des complexes d'abcès, et en particulier, on a fait ça avec Michel et ensuite avec Pierre-Édouard sur les abcès cérébraux. En un travail, 20 malades, ici on double en un seul travail le nombre d'espèces reconnues dans toute la littérature dans les abcès cérébraux. Deuxième travail, je crois que c'était 32 nouveaux. On multiplie encore par 2, donc en 2 travaux, on a multiplié par 4 le nombre d'espèces jamais identifiées dans les abcès cérébraux. Simplement parce qu'on a introduit une nouvelle technique. Ça, c'est la puissance des nouveaux outils.
faites pareil si vous avez ça sur les infections pulmonaires. Et là, c'est un travail qui a été fait avec Bernard Lascola et Sabri. Vous voyez, on amplifie, on regarde tout ce qu'il y a dans les poumons, d'une manière surprenante. Ça, c'est les contrôles négatifs. Vous voyez que les contrôles négatifs, ils ont quand même beaucoup de microbes. Alors qu'avant, on disait qu'il n'y a pas assez de microbes pour expliquer les pneumonies, maintenant il y en a trop. On ne sait plus qui fait quoi, d'autant que ceux qu'ils ont trouvés dans les contrôles, ils sont trouvés aussi dans les différents types de pneumonies. Mais enfin, globalement, les populations qu'on trouve ne sont pas exactement les mêmes. Ça, c'est des pneumonies de réanimation ventilée, ça, c'est des pneumonies d'aspiration, ça, c'est des pneumonies qu'on attrape en ville, ça, c'est des pneumonies hospitalisées non ventilées. Et vous voyez qu'il y a un répertoire qui n'est pas le même, mais avec des points communs entre eux, et en particulier avec les contrôles. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez dans les différents pays ou dans les différentes situations qui ont été faites, bien entendu, il y a une épidémiologie différente puisque c'est l'environnement qui nous infecte et donc vous n'avez pas les mêmes microbes quand vous êtes aux États-Unis ou quand vous êtes en France. Et vous voyez que les outils, là aussi, c'est comme la culture, ça ne renforce pas la simplicité. Il y en a de plus en plus. Et la métagénomique, quand vous séquencez tout ce qui est à l'extérieur d'abord, là aussi c'est inventé par les environnementalistes, eh bien, au XXIe siècle, on voit que dans ces prélèvements, au moins, on a 50 à 70% de séquences dont on ne sait pas avec quoi les matcher. Est-ce que c'est des orphanogènes de bactéries? Est-ce que ce sont des virus? Est-ce que ce sont autre chose comme séquences? Mais ces techniques de métagénomique ont permis, et ça fait un lien, c'est comme ça que moi j'ai cliqué sur les probiotiques, avec la manipulation du tube digestif, c'est le travail de Gordon qui est, publié en 2006, qui a eu un succès fou, extraordinairement cité, qui montre que les obèses, dans les deux grandes classes qu'on trouve chez l'homme, les obèses ont très peu de bactériodétesse, les minces ont 20% de bactériodétesse, et si vous les mettez au régime, hop, petit à petit, ils ont une composition bactérienne qui augmente et qui ressemble à celle des maigres. Tendance à dire, écoutez, c'est le régime qui fait qu'ils sont comme ça, oui, sauf que si on greffe les microbes d'un obèse à une souris xénobiotique, eh bien, elle devient obèse, tandis que si on greffe les selles d'une maigre, elle reste maigre. Donc il y a un vrai problème, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est la conséquence. Peut-être que les deux, c'est un phénomène d'entraînement. Voilà. Ça amène à penser que il faut se garder, avec ce degré d'ignorance si considérable, il faut se méfier de nos hypothèses. Les hypothèses ont un sens à partir du moment où on maîtrise à peu près les questions. Si on ne maîtrise pas les questions, en réalité, les hypothèses ne convainquent que le temps qu'elles ne soient pas dépassées par une plus grande connaissance de l'environnement. Beaucoup, je dirais 99%, des travaux les plus jolis, les plus merveilleux que j'ai vu publiés depuis 30 ans sur la physiopathologie sont tous ou faux ou inutilisables. Et pourtant, c'est ça qui a été, pendant très longtemps, comment ça a été exposé par les génomiques, c'était des travaux qui étaient les plus cités, c'est encore souvent eux qui sont à la tête des journaux ou des éditeurs, bien qu'on ait fait la preuve par le temps que c'était pas vrai. Ça marche pas. Il manquait trop de paramètres, en particulier si vous vous intéressez au tube digestif, il manquait trop de paramètres. L'interjeu de ce qui se passe au niveau du tube digestif, les muqueuses est extraordinairement complexe. C'est trop difficile. On est dans une époque, maintenant, vous voyez, quand on est passé de 1800 à 12 000 espèces, vous voyez, à part de l'ignorance, et c'est pas fini. On estime qu'il y a quelque chose comme entre 10 et 100 millions d'espèces bactériennes. Donc on a réussi à en qualifier 12 000. Donc il faut être extrêmement modeste. Notre monde environnant, on le connaît très très mal. On est plus maintenant face à notre ignorance, à essayer de combler cette ignorance, qu'à en tirer des synthèses immédiates. Et donc, voilà un travail qui a été amusant. Vous voyez, pareil, technologie driven, Power, la métagénomique des selles, qu'est-ce qu'ils trouvent? Personne n'aurait fait une hypothèse pareille. Si vous avez posé un projet avec une hypothèse pareille, non, je vais regarder les virus des selles parce que je crois que c'est des virus de plantes. On va dire, monsieur Rover, dessoulez-vous avant de déposer des projets. Par exemple, en pratique, c'était ça, que les virus de plantes. Et donc, c'est très intéressant, en particulier du piment. Et donc, nous, on a regardé d'où ça venait. Il m'a dit, après qu'il avait fait aussi, qu'il avait regardé le tabasco, qu'il avait été effaré. Et il a fait, quand je l'ai vu, j'ai dit, putain, j'ai regardé le tabasco, c'était effarant. Le tabasco, il y a 10 puissance 9 particules virales par millilitre. Le tabasco, vous mettez dans tous les champs, vous voyez un virus incroyable, et puis ils sont vivants, parce que vous
maintenant on arrive à les cultiver ici, ils sont bien dedans. Donc c'est incroyable, ça fait ce truc, je ne sais pas. Donc on a regardé, on ne sait pas si ça fait quelque chose, donc on a testé aussi des gens, des selles de gens ici, on a prouvé, et on avait un lien statistique, je ne sais pas si c'est vrai, un lien statistique en regardant au hasard, avec fièvre, prurite et douleur abdominale. Douleur abdominale, peut-être le piment tout seul. Mais pareil, du coup, on a regardé, ils trouvaient aussi du tabac dedans, donc on a regardé d'où il venait, avec Fanny, avec Philippe Colson. Eh bien, 100% des cigarettes sont contaminées avec des taux incroyables de virus de la mosaïque du tabac. Qu'est-ce que ça fait ça? On ne sait pas, mais dans les modèles qu'on regarde, en particulier chez la souris, on voit que les virus rentrent dans les cellules et sont là. Est-ce que ça joue un rôle dans la genèse des cancers? Non, c'est rien du tout. C'est une hypothèse qui avait été émise dans les années 60. Tout le monde a abandonné. On a de nouveaux outils. En particulier, c'est des virus ARN. Est-ce que les ARN, ça rentre extrêmement facilement dans les cellules? Est-ce que ça manipule le transcriptome des cellules que ça affecte? On ne sait rien du tout. Donc il faut repartir sur les éléments dont nous bénéficions maintenant par rapport à ces... Et vous voyez, les virus, c'est comme les bactéries. Vous voyez, la virale database, ça explose. Alors il y a beaucoup plus de virus que ce qu'il y a de bactéries. Et donc le monde viral est encore bien plus inconnu que le truc. Ensuite, la révolution suivante dans laquelle on s'est retrouvé, c'est le Maditoff. Donc on a été les premiers à utiliser vraiment le Maditoff en routine, ce qui permet d'identifier une bactérie dont on n'avait jamais entendu parler. Et puis on a fait ça aussi, on peut décliner ça, le Maditoff. On s'est amusé avec l'outil, donc on a eu l'outil, on a joué avec, donc on a fait les bactéries, et puis on a fait les tiques, les moustiques, et Philippe a été un peu lent, donc il s'est fait scooper. Les mammifères, parce que Michel a fait ça pour pouvoir identifier les mammifères anciens, on a fait une banque pour les mammifères, les virus, donc on a décliné le Maditoff sur tout ce qu'on pouvait décliner, et ça marche extrêmement bien sûr. Et puis le dernier point que j'essaie de développer, qui est un concept un peu nouveau, qui est la culture humide, qui est de dire maintenant, en réalité, pour pouvoir caractériser ces microbes, il faut pouvoir les cultiver, et ça a été trop longtemps abandonné. Vous avez bien compris que j'ai commencé par la culture, donc la culture c'est quelque chose que j'aime, qui m'intéresse, et donc on a dit, il faut refaire émerger les stratégies de culture, comme souvent, comme dans la biologie moléculaire, c'est les gens de l'environnement qui étaient bien avant nous. Eux ont continué depuis 20 ans à définir des stratégies de culture complexes, etc. Mais nous, on s'y est mis. Et là, vous voyez, sur ce travail, simplement avec 3 étudiants, Jean-Christophe, Mathieu et Perrine, on a étudié 3 selles, et donc on a testé 32 000, ça c'est le Maditoff qui permet ça, on a testé 32 000 colonies pour ce travail. Vous ne pouviez pas identifier ça avec une autre technique. Ce qui nous a permis d'avoir 340 espèces. Le plus grand travail qui avait été fait avant ça, c'était 70 espèces. Et ça avait été un travail fait par Feingold en poulant, je ne sais pas combien, 20 ou 37. Donc c'est un breakthrough considérable. À l'intérieur de ces 340 espèces, il y en a la moitié qui n'avaient jamais été trouvées dans le tube digestif. Donc ça veut dire que la connaissance, tous les gens qui spéculent sur la composition du microbiote intestinal, rien que sur ce travail, on a montré que la moitié de ce qu'il y avait dedans, qui était cultivable, était inconnu de toute traité de littérature. Plus que ça, on a eu 50 espèces, on a eu 31 espèces qui étaient complètement inconnues tout court. Du coup, donc on a pu séquencer, on a pu faire du nombre. Et je peux vous dire que c'est tellement choquant comme approche que ça a été refusé dans tous les grands journaux. C'est inouï. Vous dites, dans un travail, on double le nombre d'espèces connues dans le tube digestif, on a 30 nouvelles espèces qu'on a séquencées, on a généré, je ne sais pas combien, 10 000 nouveaux gènes qui n'avaient jamais été séquencés. Mais l'approche est tellement radicalement différente que personne ne s'est recouvert un truc comme ça. C'est le danger, ça, quand on fait des trucs nouveaux, c'est que les gens ne savent pas leur approche. Donc, on a montré, c'était mon pari au départ, c'est de dire, ils nous poisonnent, je ne suis pas suspect, les séquences, ça fait bien longtemps que j'en fais, mais avec le pyroséquencing, ils disent 80% des bactéries du tube digestif ne sont pas cultivées. Et moi, mon pari à moi, c'est de dire 80% de ce que je vais cultiver ne sera pas détecté par pyroséquencing. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a eu ici, ça c'est ce qu'on a pyroséquencé, ça c'est ce qu'on a cultivé. Vous voyez, il n'y en a que 51 qui sont en commun, 15%. Donc ça veut dire que si vous regardez avec le pyroséquencing, vous voyez un aspect du monde, vous regardez avec la culture, vous regardez un autre aspect du monde, vous avez bien le droit de penser que ça c'est mieux que ça, mais moi je ne vous crois pas. Je pense que c'est 2 choses différentes et que le microbiote c'est tout ça. C'est pas juste la partie qui vous intéresse parce que c'est la plus facile, tous les clients savent faire de la pyroséquençage, mais plus de Catherine, enfin, la culture c'est une complexité inouïe.
qui vient d'être simplifié par le Magnitov. C'est pour ça qu'il faut se jeter dessus. Donc vous voyez, avec trois étudiants, on a pu décrire 178 bactéries jamais trouvées dans le truc, 32 nouvelles espèces incluant 6 nouveaux genres, 2 espèces de phylum rares. On a 15 000 orphanes rajoutés au databank et liés à des espèces bactériennes. Et puis, grâce à ça, rien que sur ce travail-là, on a battu 2 records du monde, toujours un seul travail, avec les 3 étudiants, on a fait la plus grosse, le plus grand génome d'une bactérie isolée chez un homme, plus de 9 mégabases, le plus gros virus jamais isolé sur un homme à ce moment-là. Depuis, on a dépassé avec ANEM, enfin ça c'était le record 2012, ANEM, avec un peu de chance, le record 2013, et ça c'est la bactérie de Michel qu'on a séquencée, là aussi sortie du tube digestif. Donc vous voyez, la culture omique, la rentabilité de la culture omique, alors, un travail c'est monstrueux, c'est une chose considérable. Voilà. Autre truc, si vous voulez avancer, je vais vous dire, il ne faut pas croire. Voilà. On est bien obligé, on apprend, bien obligé d'apprendre, il faut bien avoir une base. Mais il faut savoir que ce qu'on apprend, c'est une vérité temporaire. Ce n'est pas de la religion. Vous voyez, faut pas, c'est une vérité temporaire. Cette vérité, elle peut être remise en cause par de nouvelles données qui nous obligeront à changer complètement d'opinion. Pour ceux qui ont vu la présentation de Klugman, la dernière fois, vous avez bien vu, les gens qui ont la grippe, en réalité, vous pouvez empêcher la mortalité de la grippe par les antibiotiques ou la vaccination antipneumococcique. Ouais. Et pourtant, vous avez vu, il n'a pas montré, mais dans une autre présentation, il a fait une diapositive, il dit, mais c'est évident, tout le monde sait ça, tout le monde devrait savoir ça. Mais les champs sont tellement séparés, c'est comme moi avec les probiotiques, il a dit, tiens, si on met les 2 mots-clés, pneumococcus et flou, en même temps, dans les 4 meilleurs journaux du monde, de médecine ou de sciences, il y a 0 papier qui sort. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il parle. Ensuite, les divisions, donc ne croyez pas, une des choses, ce qui me vexe, c'est quand j'ai pas vu un truc, vous voyez, les prokaryotes et les eucaryotes, ça a été défini par Chaton. Les eucaryotes, ça a une membrane interne, les prokaryotes, ça n'en a pas. Je ne connaissais pas ce travail de Furst, qui avait montré de la compartimentalisation intracellulaire. Moyennant quoi, quand j'ai publié avec Gilbert Grubb sur les paraclamydia, ce Furst est venu me voir, même présenter des diapositives, qui en regardé les photos de microscopie électronique, il dit, ah oui, tu n'as pas vu qu'il y avait une segmentation interne, parce que sur les bactéries, je ne cherchais pas de segmentation. D'accord. Donc, si vous ne savez pas que ça existe, votre capacité à voir, si vous ne savez pas que ça peut exister, c'est extrêmement difficile. Et pourtant, c'est jamais qu'une photo. Donc c'est très difficile de sortir de l'éducation qu'on a. Et plus c'est profond dans l'éducation, plus on l'a appris tôt dans notre formation, plus c'est difficile de revenir dessus. Les archées, je vous ai dit, voilà, alors, maintenant tout le monde est d'accord, en réalité, toute la classification bactéries eucaryotes archées, elle est basée sur le ribosome. C'est vrai pour le ribosome. Pour tout le reste, c'est pas sûr. Nous, notre archée, elle a autant de gènes d'origine bactérienne que d'origine archée, celle qu'on vient de séquencer. Donc c'est vrai, c'est un nouvel outil, c'est un outil intéressant, mais c'est un outil qui teste le ribosome. C'est l'outil ribosome. Les virus, bien entendu, on a été obligé de redéfinir les virus tels qu'on les voyait maintenant, parce que les virus, qu'est-ce qu'ils ont quand on compare un virus avec une archée, avec une bactérie et avec un eucaryote d'une taille comparable? La différence, c'est la traduction, et la différence, c'est surtout le ribosome. Elles n'ont pas de ribosome. Alors c'est sûr, si vous dites je classifie tout le monde sur le ribosome, vous ne pouvez pas classer les virus, ils n'ont pas de ribosome. Mais qu'est-ce qui vous autorise à dire que le monde, c'est ce qui a un ribosome? C'est complètement idiot, là. Vous avez vu les séquences, il y a plus de séquences virales que de séquences de tout archée, bactéries, eucaryotes réunies. Vous ne pouvez pas dire ça, écoutez, je ne veux pas savoir ce que c'est parce qu'il n'y a pas de ribosome, c'est idiot. Donc, ça, c'est venu, c'est un étudiant qui m'a... Moi, j'avais lancé le truc du 4e domaine, si vous voulez, puis j'ai pris... Ça a rendu tellement les gens fous que quand je lance une idée que ça irrite trop les gens, je laisse un peu retomber le soufflet, parce que c'est irritant d'être tout seul à dire un truc. Surtout, ils avaient publié un truc, Raoul Standalone, une série où il était avec un 4e domaine. Moi, je peux me calmer. Et on a été dans le laboratoire, il y avait Michael Boyer, qui était postdoc de Christelle, qui travaillait sur les virus, et puis il y avait un postdoc qui est passé temporairement, mais qui était très malin, qui s'appelait Badawi, que je faisais travailler sur les mitochondries. Mais manifestement, les mitochondries, ça l'intéressait moyennement, et donc ils se sont mis à travailler ensemble, et ils ont dit, regardez, M. Raoult, on a fait un truc, on a testé l'hypothèse de Forter,
dit que c'est les virus qui ont créé les noyaux des eucaryotes, l'hypothèse de Kounine qui dit que les virus sont apparus très tardivement et après l'apparition des eucaryotes, et la vôtre, et c'est vous qui avez raison. Quand on me dit un truc comme ça me fait plaisir. Donc, et tout ça, c'était basé là-dessus, c'est-à-dire l'analyse de l'RNA polymérase. Ce qui a un sens, parce que je pense que l'RNA polymérase, c'est venu avant le ribosome. Le ribosome, c'est tardif. Vous pouvez pas, si vous regardez un ribosome, c'est une construction extrêmement complexe. La traduction, ça n'a pas pu commencer par le ribosome. Ça ne peut être qu'un phénomène très tardif. Comparé à des choses très simples, des enzymes qui arrivent à fonctionner avec une molécule, un truc qui fonctionne avec 32 molécules, c'est pas le truc à 32 molécules qui a commencé. Voilà. Ce qui a commencé, c'est probablement, au moins on pense ça, c'est la ribonucléotide hydrogénase, c'est probablement ça. C'est probablement ça qui a commencé. Comment on transforme l'ARN en ADN, comment on transforme le reste. C'est probablement les premiers enzymes qui ont permis le monde de l'ADN, c'est probablement ça. Toujours est-il que ça, c'est une chose, et donc on sort ça, on regarde les autres, on trouve des trucs, mais surtout, alors ça, je suis content parce que l'RNA polymérase, c'est ma oui, mais ça c'est moi. Et ça m'a fait un plaisir fou parce qu'il y a des banques de code, et toutes ces banques ont été faites par Kounine. Kounine a fait une banque de code pour archébactéries et eucaryotes, d'un côté, il a fait une banque de code pour les grands virus de l'autre côté, mais il les a jamais mixés. Et je me rappelle, c'est une des rares conférences que j'ai fait à l'extérieur sur le virus, et du coup je téléphonais comme un fou, j'ai couru après les gens dans le laboratoire, et attends, il faut tout de suite les mixer, on prend que les gènes d'information, et on regarde, on fait du clustering, on regarde, ça sort merveilleusement, on fait effectivement 4 groupes avec les virus qui sortent ici, qui sortent d'ailleurs même pas avec les eucaryotes. Donc il y a vraiment 4 groupes, c'est-à-dire il y a 4 modes de vie. Et donc si vous prenez le mode de vie au lieu de prendre les ribosomes, vous voyez qu'il y a 4 modes de vie. Un qui est celui des grands virus, un qui est celui des eucaryotes, des archées, des bactéries. Ça c'est leur mode de vie. C'est vraiment comme c'est l'information. Et donc finalement, moi je vais introduire un nouveau nom, ça s'appelle le truc. Et donc, qui est les Things Resisting Incomplete Classification, en particulier les ribosomes, ce qui permettra d'avoir une classification à 4, après passer à 1 les microbes, 2 les eucaryotes et les prokaryotes, 3 les eucaryotes, les bactéries et les archées, et 4 on rajoutera les mégavirales. Voilà, dernier truc, il ne faut pas trop croire en ces hypothèses. Vous voyez, moi je me rappelle, Shigella, sur Shigella, moi j'ai fait partie du moment d'explosion de la vision physiopathologique et de l'idée de facteurs de virulence. L'idée de facteurs de virulence a été partie du fait des toxines, en réalité. Mais il y avait un antagonisme qui est originel. Pasteur croyait au vitalisme. Okay. Pasteur croyait que le vaccin, c'était un microbe atténué. Il ne croyait pas du tout, il a écrit plusieurs fois, il ne croyait pas du tout qu'une partie du microbe pourrait servir à faire du vaccin. Et bien entendu, l'histoire a montré à 90% qu'il avait tort. Alors, le premier truc qui est sorti de l'Institut Pasteur et qui est servi à quelque chose, c'était les toxines. Le reste, c'était intéressant. J'avais personne à utiliser le vaccin de Pasteur pour la polio. Ce truc ne marchait pas, complètement. Le truc qui a marché, c'est roux. Voilà. Toxines, on fait le sérum antitoxine, on fait la toxine, on fait le vaccin, ça marche. Et d'ailleurs, le monde médical, je vous suggère de lire ça, c'est pas vu ça, le guerre épée des microbes Pasteur par Bruno Latour, c'est génial. Ça vous explique tout, y compris même l'évolution de Pasteur actuelle, qui est restée dans l'idée du vitalisme. Et les facteurs de virulence, c'est une idée du vitalisme. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il y a quelque chose à l'intérieur du microbe qui fait qu'il est virulent ou pas virulent. Et comme vous mettez au point une hypothèse qui ne peut pas démontrer le contraire, vous avez toujours raison. C'est-à-dire que si vous faites un knockout du microbe, soit ça tue le microbe, vous dites c'est pas un facteur de virulence, le microbe est mort. Bien sûr que oui, non, c'est un facteur de virulence, si le microbe est mort, il est mort. Après, donc ceux-là, déjà, vous les éliminez. Et les autres, pour tous les microbes qui sont les microbes pathogènes, les plus dangereux, sont tous suradaptés. Et ils ont éliminé petit à petit les gènes, la plupart des gènes qui ne leur servaient à rien. Tout ce que vous leur enlevez leur change leur mode de vie et les empêche de vivre dans la niche écologique dans laquelle ils se sont établis. Donc ce n'est pas les facteurs de virulence, c'est les facteurs de leur mode de vie. Leur mode de vie fait qu'ils ont composé un répertoire dont chaque élément, vous le voyez ou vous ne le voyez pas en fonction de la qualité de vos tests, chacun de leurs éléments est un des éléments de leur mode de vie.
Et plus ils sont suradaptés et niches, plus chacun de ces gènes est associé à leur mode de vie. Alors c'est très intéressant parce que ici on a un grand principe. Moi, les gens de Shigella, en particulier Philippe Tourson-Métier, avaient montré que les Shigella étaient mobiles dans les cellules, tandis que les faits un mutant immobile qui n'étaient pas pathogènes. Mais nous, on avait, quand j'ai regardé les Rickettsies, on avait exactement l'inverse. Ceux qui sont les plus pathogènes sont complètement immobiles, ils ont perdu ce gène, d'ailleurs on a pu le voir tout de suite. Est-ce que ceux qui sont mobiles sont beaucoup moins pathogènes? Donc vous voyez que l'idée que la mobilité intracellulaire est un facteur de virulence, c'est une opinion. Peut-être que c'est vrai pour un, mais c'est pas vrai pour l'autre c'est l'inverse. Et puis plus que ça, quand on a regardé le génome de Rickettsia clonuri et Prowazeki, en réalité, Prowazeki qui est le grand tueur, c'est un subset, c'est un morceau, c'est un sous-ensemble de Rickettsia clonuri qui n'est pas un tueur. Donc ce qui s'est passé dans la virulence, c'est qu'il a perdu des gènes, c'est en perdant des gènes qu'il est devenu méchant. Et c'est pareil pour Shigella en réalité. Et une clé de Shigella, c'est la perte de la lysine décarboxylase qui le rend virulent. Et donc, pendant longtemps, on a été un peu seul à raconter cette histoire. Ça, c'est l'histoire qu'on a racontée avec Vicky. En réalité, les opportunistes qui vivent en collectivité ont des génomes beaucoup plus grands, et plus on se spécialise, et bien entendu, un pathogène épidémique est le plus surspécialisé, plus on perd de gènes, on perd des gènes, on perd des opérons à ADN, on perd de la régulation. Et la seule chose que l'on ait en plus dans les grands pathogènes, c'est des toxines protéiques. Il n'y a rien d'autre de spécifique. Et de manière très intéressante, pendant longtemps, on a vu ça, mais je suis content, on n'est plus le seul à le dire, et sortir une très belle revue dans Infection Immunity qui s'appelle les non-virulence genes. Nous, on appelle ça le non-anniversaire. On appelle les gènes de non-anniversaire pour parler comme Alice au Pays des Merveilles, en disant qu'il y a beaucoup plus de gènes de non-anniversaire que de gènes d'anniversaire. Donc il y a un gène de toxine et plein de gènes de non-virulence. Et donc, y compris avec Michel, on a mis en place maintenant, pour un projet qui avance bien, de vaccination antituberculeuse, en rajoutant un gène au bacille tuberculeux, il devient non pathogène. On a trouvé le gène de non-virulence. Et donc, il faut sûrement, pour conclure ça, prendre cette phrase de Brenner, qui est choquante, mais enfin, c'est un type qui dit ça en Amérique, c'est pas un Français, qui est une horreur. Et les théories doivent être traitées comme des maîtresses. Il ne faut jamais tomber amoureux, et il faut les laisser tomber quand on n'a plus de plaisir avec eux. Et puis, c'est Brenner qui dit ça, c'est pas moi. Donc, ne soyez pas amoureux de vos théories, ce sont des passades. Ces théories sont juste bonnes pour le moment où vous en avez besoin. Quand vous n'en avez pas besoin, il faut les abandonner sans regret. Les chercheurs scientifiques sont des renégats. Ce n'est pas des gens qui adhèrent à leur théorie comme à une religion. Voilà, merci.